À ce moment-là, l'atmosphère des marais salants devient irrespirable, comme si chaque mur retenait encore l'écho de décisions trop lourdes pour être assumées. Anaïs se tient droite, mais son regard trahit déjà une fatigue morale profonde. Elle sait que ce qui s'est passé avec Billy n'est pas une simple erreur de gestion, mais une fracture intime, une ligne qu'elle a franchie sous la pression de Valdine et qu'elle ne pourra jamais effacer complètement. Tom, lui, ne cherche même plus à dissimuler sa colère. Sa voix est sèche, presque tranchante, lorsqu'il reproche à Anaïs d'avoir pensé uniquement à son poste, à son image de directrice, oubliant la loyauté qui faisait autrefois la force de leur colloque. Pour lui, le renvoi de Billy n'est pas une décision stratégique, c'est une trahison pure, un choix qui révèle ce qu'Anaïs est devenue face au pouvoir et à la peur. Billy apparaît alors, silencieuse mais digne, portant sur Anaïs un regard qui fait plus mal que n'importe quelle accusation. Elle ne crie pas, ne supplie pas. Elle se contente de dire qu'elle lui faisait confiance, qu'elle croyait sincèrement qu'elle se battrait ensemble contre Valdine, côte à côte, comme deux alliés refusant de plier. Ces mots résonnent longtemps dans l'esprit d'Anaïs, car ils dévoilent une vérité qu'elle tente désespérément de fuir. Dans ce même instant, Tom met fin à toute ambiguïté, Anaïs n'est plus la bienvenue au Marais Salants. Il lui demande de faire ses valises, de partir, car il ne supporte plus de partager un toit avec quelqu'un qui a sacrifié une amie pour sauver sa position. La scène est brutale, presque cruelle, mais elle marque un point de non-retour. Anaïs se retrouve soudain seule, rejetée là où elle pensait encore avoir une place. Pendant ce temps, à l'institut, la colère gronde. Au double A, l'ambiance habituelle de rigueur et d'exigence se transforme en tension collective. Pénélope et Colline interrogent Stanislas, incapable de comprendre pourquoi il n'a pas pris position pour empêcher le renvoi de Billy. Leur incompréhension se mue rapidement en acte de rébellion. Pénélope refuse de faire le service, affirmant qu'elle ne peut pas travailler comme si de rien n'était alors qu'une injustice flagrante vient d'être commise. Colline la suit sans hésiter, et très vite, d'autres élèves se rangent derrière elle. La grève prend forme, spontanée mais déterminée, portée par un sentiment commun d'indignation. Le double A, symbole de discipline et d'excellence, devient le théâtre d'un refus collectif. Lorsqu'Anaïs intervient, tentant de rétablir l'ordre, sa voix manque d'assurance, elle menace de sanctions, voire de renvoi, mais ses mots sonnent creux face à la solidarité des élèves. À ce moment précis, Anaïs comprend qu'elle a perdu bien plus que Billy. Elle a perdu la confiance de ceux qu'elle dirige, et peut-être même le respect qu'elle avait mis tant de temps à construire. Chaque regard posé sur elle lui rappelle que son autorité repose désormais sur la peur, non sur l'adhésion. Et cette prise de conscience l'ébranle profondément, même si elle refuse encore de l'admettre ouvertement. Pendant ce temps-là, ailleurs, Ferdinand prépare un autre type de rupture. Dans sa chambre, entouré de valises ouvertes, il anticipe déjà l'inévitable. Il explique à Léonard qu'il est prêt à tout révéler, ses sabotages, ses manipulations, ses erreurs. Il veut écrire un communiqué, une confession complète, et l'envoyer directement à Anaïs. Pour lui, c'est la seule manière de réparer, de rendre à Billy ce qu'elle a perdu à cause de lui. Léonard, inquiet, tente de le raisonner, conscient que ce geste pourrait détruire définitivement l'avenir de Ferdinand à l'Institut. Il appelle Billy, lui demandant de rappeler immédiatement, persuadé qu'elle seule peut empêcher ce sacrifice inutile. Car Léonard le sait, Ferdinand agit moins par courage que par culpabilité, et cette culpabilité risque de l'engloutir entièrement. Ainsi, en quelques heures, l'Institut Auguste Armand se retrouve fracturé de toutes parts, Anaïs est chassée de chez elle et contestée dans son autorité, les élèves se soulèvent contre une décision jugée injuste, et Ferdinand s'apprête à s'autodétruire pour sauver celle qu'il aime. Sans le savoir encore, chacun d'eux avance vers un point de bascule irréversible, tandis que l'ombre de Valdine continue de planer, prête à engloutir tout l'établissement. Pendant ce temps, Billy arrive enfin auprès de Ferdinand, attiré par l'urgence dans la voix de Léonard et par cette intuition sourde que quelque chose de grave est en train de se jouer. Elle le trouve entouré de ses valises, déjà mentalement ailleurs, comme s'il avait commencé à effacer sa présence de l'Institut avant même d'en avoir officiellement tourné la page. Cette vision la frappe de plein fouet, car elle comprend aussitôt que Ferdinand est prêt à se sacrifier sans retour possible. Ferdinand parle vite, presque trop, expliquant qu'il ne supporte plus de l'avoir payé pour ses erreurs. Dans son esprit, la confession qu'il s'apprête à envoyer à Anaïs n'est pas une option, mais une nécessité morale. Il évoque Castelmont comme une échappatoire logique, un refuge connu, même s'il sait pertinemment que ce retour serait synonyme de régression et d'influence toxique, notamment à cause d'Étienne, dont l'ombre plane encore sur ses décisions.
Billy l'écoute sans l'interrompre, mais chaque mot creuse en elle un mélange de peur et de tendresse. Elle voit dans cette volonté de se dénoncer non pas une preuve de force, mais une fuite déguisée en héroïsme. Lorsqu'elle prend enfin la parole, sa voix est calme, presque douce, mais chargée d'une fermeté nouvelle. Elle lui rappelle qu'il n'a pas à se détruire pour elle, que ce n'est pas ainsi qu'elle conçoit l'amour ni la justice. À cet instant précis, Billy comprend que sa propre douleur l'a rendue plus lucide. Elle refuse d'être la raison de la chute de Ferdinand, car elle sait que cette chute ne réparerait rien. Elle lui parle de l'avenir, de son master, de ce qu'il pourrait encore devenir à l'Institut s'il accepte d'affronter les conséquences sans tout abandonner. Ces mots agissent comme un choc, car Ferdinand n'avait jamais envisagé qu'on puisse encore croire en lui sans condition. Le silence qui s'installe entre eux est lourd, mais chargé d'émotions contenues. C'est alors que Billy s'approche, non pas pour convaincre davantage, mais pour affirmer ce qu'elle ressent vraiment. Elle l'embrasse, un geste à la fois spontané et mûrement réfléchi, comme une manière de dire que leur lien dépasse la culpabilité et la peur. Ce baiser scelle une vérité qu'ils n'osaient plus nommer, leurs sentiments sont désormais impossibles à ignorer. Pendant ce temps-là, à l'Institut, une autre forme de souffrance se joue dans l'ombre. Hector, affaibli, écourte son remplacement sans donner d'explication officielle. Clotilde annonce la nouvelle à Matteo et Gaspard avec une gravité inhabituelle, laissant entendre qu'il ne s'agit pas d'un simple empêchement passager. Cette décision trouble profondément les élèves, qui ressentent confusément que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Matteo, incapable d'accepter cette absence soudaine, convainc Gaspard d'aller parler directement à Hector. Lorsqu'il le rencontre, il découvre un homme fatigué, presque résigné, qui évoque une raison personnelle pour justifier son retrait. Il ne se plaint pas, ne dramatise pas, mais son corps trahit ce que ses mots taisent. Matteo lui confie combien sa pédagogie compte pour lui, combien ses cours ont changé sa manière d'apprendre et de se voir comme cuisinier. Ces paroles touchent Hector plus qu'il ne le montre. Pourtant, il reste évasif, conscient que sa douleur dépasse le cadre d'une simple adaptation. Gaspard, plus observateur, commence à faire le lien entre les longues heures passées debout, l'exigence physique du métier et ces fameuses douleurs fantômes qu'Hector tente de cacher. Une inquiétude nouvelle naît alors, et si le chef Jourdain se détruisait lentement à force de vouloir continuer comme avant ? Gaspard partage ses doutes avec Clotilde, en présence de Constance, évoquant l'idée qu'Hector souffre de douleurs chroniques incompatibles avec l'enseignement tel qu'il est actuellement conçu. La discussion ouvre une brèche. Pour la première fois, on envisage sérieusement d'adapter le cadre plutôt que de forcer l'homme à se sacrifier. Mais cette prise de conscience arrive tard, et personne ne sait encore si Hector acceptera de se laisser aider. Ainsi, tandis que Billy et Ferdinand choisissent de ne plus se perdre l'un pour l'autre, et qu'Hector lutte en silence contre un corps qui le trahit, l'Institut continue de se fissurer de l'intérieur. Chacun tente de tenir debout à sa manière, ignorant encore que la tempête annoncée par Valdine approche, prête à transformer ses fragilités individuelles en effondrement collectif. Dans le même temps, Anaïs se retrouve confrontée au vide qu'elle n'avait pas anticipé. Loin du tumulte du double A et des marais salants, elle prend conscience que la décision de renvoyer Billy n'a pas seulement provoqué une révolte collective, mais a aussi fissuré sa propre identité. Elle avait cru qu'en cédant à la pression, elle protégerait l'Institut. Elle découvre au contraire qu'elle a contribué à l'isoler davantage et à se condamner elle-même à une solitude brutale. Lorsque Milan l'aide à porter ses valises, le silence entre eux est lourd de non-dits. Chaque pas qu'Anaïs fait hors de la coloc est un aveu muet. Elle n'a plus d'ancrage, plus de lieu où se sentir légitime. Ce départ forcé ressemble moins à un simple changement de logement qu'à une expulsion symbolique, comme si la communauté qu'elle croyait diriger venait de lui retirer toute appartenance. Peu après, en présence d'Anaïs et de Clotilde, Jeanne fait une annonce inattendue qui provoque un léger basculement. Elle explique avoir retrouvé la fameuse bague de l'influenceuse, dissimulée derrière une tête de lit. L'objet, longtemps au cœur des soupçons, réapparaît soudain comme la preuve d'une erreur collective. Jeanne s'excuse, consciente que cette affaire a contribué à fragiliser la position d'Anaïs à un moment déjà critique. Un communiqué est alors envisagé pour rétablir la vérité et dédouaner Anaïs de toute implication volontaire. Mais cette réparation arrive trop tard. Même blanchie sur ce point précis, Anaïs sait que le mal est fait. L'injustice ressentie par les élèves et par Billy ne peut pas être effacée par un simple texte officiel. La reconnaissance institutionnelle ne suffit plus à réparer une confiance brisée sur le plan humain. Pendant ce temps, une autre confrontation, plus intime, se joue entre Ninon et Gary. Ninon découvre que Gary a établi des fiches détaillées sur ses goûts, ses réactions, ses habitudes.
Elle se sent trahie, observée, réduite à un ensemble de données qu'il a utilisées en cachette. Sa colère n'est pas explosive, mais froide, presque déçue, comme si quelque chose s'était définitivement déplacé dans son regard sur lui. Gary tente de se justifier maladroitement, affirmant qu'il ne voulait pas mal faire, qu'il cherchait seulement à mieux la comprendre. Mais Ninon, touchée dans son besoin de contrôle et de liberté, retourne la situation avec une honnêteté déconcertante. Elle avoue qu'elle aussi fait des fiches, sur sa promo, sur la boulangère, sur ses professeurs. Cette confession agit comme un miroir brutal, révélant une obsession qu'elle n'avait jamais vraiment remise en question. Face à cette prise de conscience, Ninon est saisie d'un malaise profond. Elle réalise que ce besoin de tout analyser, de tout anticiper, l'empêche de vivre des relations sincères. Dans un geste symbolique mais libérateur, elle jette toutes ses fiches à la poubelle. Ce geste marque un tournant intérieur. Elle accepte enfin de renoncer à l'illusion du contrôle absolu, même si cela signifie s'exposer davantage. À ce moment-là, l'Institut semble suspendu entre plusieurs vérités qui peinent à coexister. Anaïs est officiellement disculpée d'une faute matérielle, mais moralement affaiblie. Ninon choisit de se dépouiller de ses mécanismes de défense, tandis que Gary reste face à ses propres maladresses. Chacun tente de se réinventer, sans savoir si l'environnement autour d'eux leur laissera encore la possibilité de le faire. Dans l'ombre de ces bouleversements personnels, une menace plus vaste continue de se structurer. Valdine ne s'est pas encore exprimée, mais son silence est lourd de promesses inquiétantes. Car pendant que l'Institut se débat avec ses conflits internes, quelqu'un prépare déjà l'offensive finale, prêt à exploiter chaque fissure, chaque fragilité, pour annoncer une chute qui ne sera plus seulement symbolique, mais institutionnelle. C'est alors que la tension change de nature, comme si quelque chose de plus sombre se mettait enfin en mouvement. L'Institut, déjà fragilisé par les conflits internes, ressent une pression nouvelle, moins visible mais bien plus écrasante. Les couloirs semblent retenir leur souffle, et chacun presse confusément que la crise ne se limite plus à des choix individuels ou à des désaccords humains. Une menace structurée est en train de se déployer. Romain Valdine sort enfin de son silence, et cette absence prolongée de parole se révèle être une stratégie. Là où d'autres auraient cherché l'apaisement ou la négociation, lui choisit l'affrontement frontal. Il parle de procédures, de plaintes à venir, de responsabilité pénale, mais surtout, il évoque l'Institut comme un corps déjà condamné, un édifice dont il ne resterait bientôt que des ruines administratives et symboliques. Storek, de son côté, prépare le terrain juridique. La plainte qu'il s'apprête à déposer n'est pas seulement un acte légal, c'est un signal. Il ne s'agit plus de faire pression sur une personne précise, mais de remettre en cause l'existence même de l'établissement. Les rumeurs circulent rapidement, alimentant une inquiétude collective qui dépasse les murs de l'Institut et touche désormais toute la communauté éducative. Dans ce climat délétère, les élèves commencent à mesurer l'ampleur de ce qui se joue. La grève, initialement motivée par le renvoi de Billy, prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement une protestation morale, c'est un acte de résistance face à une menace de disparition. Certains réalisent que leur avenir, leur diplôme, leur projet pourraient s'effondrer avec l'Institut lui-même. Anaïs, témoin impuissante de cette escalade, se retrouve au cœur d'un paradoxe cruel. Elle a cédé à Valdine pour préserver l'établissement, et voilà que cet établissement est désormais menacé de destruction totale. Cette contradiction la hante, chaque décision qu'elle a prise pour « sauver » l'Institut semble avoir nourri la stratégie de celui qui veut l'enterrer. Elle comprend trop tard que la peur n'a jamais été une alliée fiable. Pendant ce temps, Billy observe la situation avec un mélange d'amertume et de lucidité. Elle réalise que son renvoi n'était peut-être qu'une étape dans un plan beaucoup plus vaste. L'idée que l'Institut puisse disparaître la bouleverse, non par attachement aveugle, mais parce qu'elle y voit la fin d'un lieu de transmission, de passion, de construction personnelle. Sa colère se transforme alors en détermination silencieuse. Ferdinand, à ses côtés, ressent le poids de ses propres actes avec une intensité nouvelle. Les sabotages qu'il croyait isolés prennent soudain une dimension inquiétante, et s'il avait contribué, même indirectement, à fragiliser l'Institut au moment le plus critique. Cette pensée le ronge, mais Billy lui rappelle que se perdre dans la culpabilité ne fera qu'aider ceux qui veulent tout détruire. À ce moment-là, la phrase de Valdine résonne comme une sentence, « On va vous enterrer vivant ». Ce n'est plus une simple menace verbale, mais une déclaration de guerre assumée. Elle circule de bouche en bouche, amplifiée par la peur, jusqu'à devenir un symbole de l'affrontement à venir. Pour beaucoup, elle marque la fin de l'illusion que tout pourrait encore rentrer dans l'ordre.
Ainsi, l'Institut Auguste Armand se retrouve suspendu au bord du vide. Les blessures individuelles, les trahisons et les regrets se mêlent désormais à un danger collectif imminent. Chacun comprend que le prochain pas sera décisif, et que la suite ne dépendra plus seulement de choix personnels, mais de la capacité de tous à faire front commun face à une menace qui ne cherche plus à diviser, mais à anéantir. À ce moment-là, la peur commence à se diffuser autrement, plus lentement mais plus profondément. Ce n'est plus la panique immédiate d'un conflit ou la colère d'une injustice, mais une angoisse sourde, collective, qui s'installe dans les esprits. À l'Institut, chacun se demande jusqu'où Valdine est prêt à aller, et surtout s'il existe encore une issue qui ne passe pas par la destruction totale de ce qu'ils ont construit. Anaïs, hébergée chez Antoine Myriel, se sent plus vulnérable que jamais. Loin de son bureau, privée de son rôle officiel, elle n'a plus que ses pensées pour lui tenir compagnie. Elle repasse mentalement chaque décision, chaque compromis accepté sous la pression, et comprend que sa plus grande erreur a été de croire qu'en sacrifiant une personne, elle pourrait sauver une institution. Cette logique lui apparaît désormais cruelle et vaine. Chez Antoine, l'accueil est bienveillant, mais silencieux. Personne ne lui reproche ouvertement ce qu'elle a fait, et c'est précisément ce silence qui la blesse le plus. Elle aurait préféré des reproches clairs, des accusations frontales. À la place, elle doit affronter son propre regard, celui d'une femme qui a perdu ses repères et dont l'autorité n'existe plus que sur le papier. Pendant ce temps, à l'Institut, la grève continue de s'organiser. Les élèves ne savent pas encore comment agir, mais ils savent ce qu'ils refusent, rester passifs. Certains évoquent des assemblées, d'autres parlent de médiatisation, conscients que la bataille ne se joue plus seulement en interne. Le Double A, autrefois lieu d'excellence culinaire, devient un espace politique, où l'engagement remplace momentanément la rigueur académique. Billy observe cette mobilisation avec une lucidité nouvelle. Elle ne se perçoit plus comme une victime isolée, mais comme le symbole d'un système qui vacille. Cette prise de conscience la pousse à sortir de sa colère personnelle pour réfléchir en termes collectifs. Elle comprend que la survie de l'Institut ne dépendra pas d'un sacrifice individuel, mais d'un courage partagé, capable de résister à la peur que Valdine cherche à instiller. Ferdinand, à ses côtés, se montre plus discret, mais profondément affecté. Le baiser qu'ils ont échangé n'a pas effacé ses remords, mais il lui a donné une raison de ne pas fuir. Il accepte enfin l'idée que rester, affronter les conséquences et réparer autrement est peut-être la forme la plus difficile, mais aussi la plus juste, de responsabilité. Cette décision intérieure marque un tournant silencieux. Dans ce climat tendu, Hector reste en retrait, prisonnier de son propre combat physique. Pourtant, la menace qui pèse sur l'Institut le touche plus qu'il ne l'avoue. Il se sent responsable de cette transmission qu'il ne peut plus assurer pleinement, et l'idée que l'établissement puisse disparaître ravive en lui un sentiment d'échec personnel. Pour la première fois, il envisage que sa douleur ne soit pas seulement un obstacle individuel, mais un symptôme d'un système qui exige trop sans toujours protéger. Ainsi, l'Institut se retrouve à un carrefour délicat. Les certitudes s'effondrent, les rôles se redéfinissent, et chacun est contraint de regarder au-delà de ses propres blessures. La menace de Valdine agit comme un révélateur brutal. Elle expose les failles, mais elle force aussi certains à se dépasser. Reste à savoir si cette prise de conscience collective arrivera à temps, ou si l'annonce de la fin de l'Institut n'était que le prélude d'un effondrement déjà inévitable. Dans le même temps, une forme de lassitude collective commence à se faire sentir, comme si l'Institut tout entier portait désormais le poids d'une attente interminable. Les discussions se multiplient, les hypothèses aussi, mais aucune décision claire n'émerge encore. Cette suspension du temps devient presque insupportable, car chacun sait que l'inaction est précisément ce dont Valdine se nourrit pour renforcer son emprise. Anaïs, malgré son retrait forcé, continue de suivre chaque information avec une attention presque douloureuse. Elle se sent inutile, réduite au rôle de spectatrice d'un drame dont elle a pourtant été l'un des déclencheurs involontaires. Cette position lui renvoie une image d'elle-même qu'elle n'avait jamais envisagée, celle d'une femme qui a perdu la maîtrise, non seulement de la situation, mais aussi du récit qu'elle faisait de ses propres actes. Chez Antoine, les soirées sont longues et silencieuses. Anaïs évite les conversations inutiles, préférant s'isoler avec ses pensées. Elle se demande si elle aurait pu agir autrement, si le courage aurait vraiment changé l'issue, ou si Valdine aurait simplement trouvé une autre cible. Ces questions la hantent, car aucune réponse ne lui apporte de véritable apaisement, seulement la certitude que le compromis n'a jamais été une protection. À l'Institut, les élèves commencent à ressentir les effets concrets de cette crise prolongée. L'absence de repères clairs, la menace juridique,
la grève, tout cela crée une atmosphère d'instabilité qui fragilise même les plus déterminés. Certains doutent, d'autres s'énervent, mais tous comprennent que leur avenir est désormais lié à une bataille qui les dépasse largement. Billy, pourtant, refuse de céder au découragement. Elle observe les visages fatigués autour d'elle et perçoit une chose essentielle, malgré la peur, personne ne veut abandonner. Cette résistance silencieuse, parfois maladroite, lui redonne une forme de confiance. Elle se dit que, même si l'Institut venait à tomber, ce qu'il a transmis ne disparaîtrait pas aussi facilement. Ferdinand partage cette réflexion, mais avec une gravité plus sombre. Il sait que son nom restera associé à une partie du chaos actuel, et cette conscience l'empêche de se réfugier dans l'optimisme. Pourtant, il commence à comprendre que la responsabilité ne se limite pas à l'aveu ou à la punition. Elle passe aussi par la capacité à rester présent, à ne pas se dérober quand tout vacille. Hector, de son côté, traverse une nuit particulièrement difficile. La douleur l'empêche de dormir, et l'angoisse liée à l'avenir de l'Institut ravive un sentiment d'injustice. Il a donné sa vie à l'enseignement, à la transmission d'un savoir exigeant, et l'idée que tout cela puisse disparaître à cause de luttes de pouvoir lui paraît profondément absurde. Cette révolte intérieure, mêlée à la souffrance physique, l'épuise davantage encore. À ce moment précis, une évidence s'impose peu à peu. La crise n'est plus seulement institutionnelle, elle est humaine. Chacun est confronté à ses limites, à ses peurs, à ses renoncements passés. Valdine n'a pas encore porté le coup final, mais il a déjà réussi à installer un climat où le doute ronge les certitudes et où l'usure devient une arme redoutable. Ainsi, l'Institut semble tenir sur un fil. Les alliances sont fragiles, les espoirs incertains, mais quelque chose persiste malgré tout, la volonté de ne pas disparaître sans avoir au moins tenté de résister. Cette tension extrême prépare le terrain d'un dénouement imminent, où la parole de Valdine, lorsqu'elle retombera, pourrait soit achever l'effondrement, soit provoquer un sursaut inattendu. À ce moment-là, la menace cesse d'être abstraite pour devenir une certitude écrasante. Les mots de Valdine ne flottent plus comme une provocation lointaine, ils s'imposent désormais comme une réalité que chacun est forcé d'affronter. À l'Institut, le silence n'est plus seulement une attente, mais une forme de deuil anticipé, celui d'un lieu qui pourrait disparaître avant même que ses membres aient eu le temps de le défendre pleinement. Valdine, fidèle à sa stratégie de domination psychologique, ne cherche pas à rassurer ni à temporiser. Il affirme, sans détour, que l'établissement vit ses derniers instants, que les procédures judiciaires ne sont qu'une formalité avant l'effondrement définitif. Son discours ne vise pas seulement la direction, il s'adresse à tous, élèves comme professeurs, avec la volonté claire de briser toute illusion de résistance. Pour lui, l'Institut n'est déjà plus qu'un cadavre administratif en sursis. Face à cette déclaration, les réactions sont contrastées. Certains sont paralysés, submergés par la peur de perdre des années de travail et d'apprentissage. D'autres, au contraire, ressentent une colère froide, presque salvatrice. Car entendre Valdine annoncer la fin de l'Institut agit comme un électrochoc. Désormais, il n'y a plus rien à ménager, plus de compromis à tenter. Soit ils se taisent et disparaissent, soit ils s'opposent ouvertement. Anaïs, en apprenant l'ampleur des menaces, ressent une douleur mêlée de lucidité. Elle comprend que son sacrifice n'a servi à rien, que céder n'a fait que renforcer l'arrogance de celui qui veut tout détruire. Cette prise de conscience est amère, mais elle lui apporte aussi une forme de clarté. Si l'Institut doit tomber, ce ne sera pas dans le silence ni dans la honte. Elle sait qu'elle ne pourra peut-être pas réparer le passé, mais elle refuse désormais d'en être complice jusqu'au bout. Billy, de son côté, écoute ces annonces avec une intensité nouvelle. Elle n'est plus seulement l'élève injustement renvoyé, elle devient le symbole de ce qui a été sacrifié pour tenter de sauver l'apparence d'un système. Cette position, qu'elle n'a jamais cherchée, lui donne une force inattendue. Elle comprend que sa voix compte, non parce qu'elle est irréprochable, mais parce qu'elle incarne ce que Valdine méprise, la solidarité et la loyauté. Ferdinand observe la scène avec un mélange de culpabilité et de détermination. Les paroles de Valdine le frappent de plein fouet, car elles donnent un sens nouveau à ses propres erreurs. Pourtant, au lieu de l'enfermer dans le remords, cette perspective le pousse à rester. Pour la première fois, il ne pense plus à fuir ni à se punir, il accepte l'idée que résister, même imparfaitement, est une responsabilité plus lourde, mais aussi plus juste. Hector, affaibli mais lucide, perçoit dans cette crise une vérité qu'il redoutait depuis longtemps. L'Institut, tel qu'il fonctionne, a souvent demandé à chacun de se dépasser jusqu'à l'épuisement. Voir Valdine vouloir l'enterrer brutalement lui semble presque obscène,
tant cet endroit représente pour lui des années de transmission, de passion et de sacrifices invisibles. Cette pensée lui donne une force inattendue. Malgré la douleur, il refuse que tout s'efface sans laisser de traces. Ainsi, l'épisode s'achève sur une tension extrême, sans résolution immédiate. L'Institut Auguste Armand est plus menacé que jamais, pris entre des attaques juridiques imminentes et une fragilité interne profonde. Mais quelque chose a changé, la peur n'est plus seule. Elle cohabite désormais avec une colère lucide et une volonté diffuse de ne pas disparaître sans combattre. La déclaration de Waldine, censée enterrer l'Institut, pourrait bien avoir réveillé ce qu'il n'avait pas prévu. Un sursaut collectif prêt à transformer la fin annoncée en point de départ d'une résistance inattendue.